en cours, ce sont ces déclarations très importantes de Exet, le secrétaire à la guerre, puisqu'il faut l'appeler maintenant comme ça, et c'est tombé il y a quelques instants de Exet, donc Pete Exet, le secrétaire à la guerre américain, dit le président des États-Unis lui a confié une mission, je ne sais pas si on peut déjà afficher son tweet, une mission pour intervenir contre les narcotrafiquants. Il y a même un nom de cette mission, Renaud Girard, où visiblement l'opération contre le Venezuela est en train peut-être de se monter. Oui, c'est compréhensible parce que le Venezuela a beaucoup flirté avec le narcotrafic, le régime pseudo-bolivarien, c'est le terme qui s'applique à lui-même, effectivement, a beaucoup participé au trafic de la drogue colombienne pour aller vers les côtes du Venezuela, pour aller vers la mer des Caraïbes. Et de là, la drogue est exportée via souvent d'ailleurs les îles françaises vers l'Europe. Et il y a un moment où il faut dire non à ce narcotrafic, non à un État qui se livre à ce narcotrafic. Et je pense que Donald Trump prend une mesure, je dirais, de salubrité publique. Alors, effectivement, ça peut enfreindre la souveraineté des pays, mais on ne peut pas accepter dans la loi internationale, dans la communauté internationale, dans la communauté des nations, on ne peut pas accepter une nation qui se livre au trafic de drogue, alors que contre ses propres principes, parce que la consommation de drogue n'est pas autorisée dans la loi du Venezuela. Avant de juger, vraiment qu'on comprenne bien ce qui se passe. Donc Pete Exet, le secrétaire à la Défense, dit ce soir, le président Trump a ordonné des mesures et le ministère de la Guerre s'exécute. Aujourd'hui, j'annonce l'opération menée par la force opérationnelle interarmée. Cette mission défend notre patrie, élimine les narcoterroristes de notre hémisphère et protège notre patrie des drogues qui déciment notre population. L'hémisphère occidental et le voisinage de l'Amérique et nous ne le protégerons. Thierry Breton, comment est-ce que vous comprenez cette déclaration ? Il y a deux aspects qu'il faut, je crois, toujours avoir en tête pour essayer d'anticiper, de comprendre la politique étrangère et la politique tout court de Donald Trump. Les États-Unis aujourd'hui, et sous Donald Trump, c'est plus vrai que jamais, ils exportent ils exportent dans 3 domaines différents. Et Donald Trump veut être le leader. Les technologies, l'armement et le pétrole. C'est vraiment ce triptyque qu'il faut avoir en tête pour comprendre ses actions. Cette action, pour moi, elle s'inscrit évidemment dans ce qu'a dit fort justement Renaud Girard, même si, encore une fois, on sait que c'est plutôt par la Colombie qui fournit, et ça passe ensuite par le Venezuela. Mais je suis personnellement convaincu que ce qui intéresse par-dessus tout et après, comme d'habitude avec Trump, il y a le business derrière. C'est que le Venezuela, on le sait, c'est le pays qui regorge des plus importantes réserves de pétrole au monde. Aujourd'hui, le Venezuela, compte tenu de la situation bolivarienne, je crois que vous avez qualifié, c'est sans doute exact, donc dans laquelle il se trouve, ne produit qu'1 million de barils par jour. Il pourrait passer très vite à 4. Et ça n'a pas échappé, évidemment, à Donald Trump. Donc derrière ces opérations, pour moi, il faut vraiment le lire comme dans tout ce qu'il fait. L'intérêt pour le pétrole. L'intérêt et l'intérêt du business et derrière la mainmise sur le Venezuela ce que peut être son pour le opération. pétrole. On verra la carte du Venezuela, qu'on comprenne bien. CBS dit ce soir, selon plusieurs sources proches des réunions à la Maison-Blanche, de hauts responsables militaires ont présenté hier au président des États-Unis des options actualisées pour d'éventuelles opérations au Venezuela, y compris des bombardements terrestres. Si c'est le cas, ça veut dire que le président Trump entre en guerre contre le Venezuela, contre son régime. Alors, ce qui sera très intéressant, c'est de voir est-ce qu'il va s'en prendre aux forces armées vénézuéliennes, aux casernes des forces armées vénézuéliennes, à la DCA, par exemple, ou est-ce qu'il va continuer à ne s'attaquer qu'au trafic, au narcotrafic et aux installations des narcotrafics, c'est-à-dire les laboratoires, les hangars de stockage, etc. Ils ont beaucoup de renseignements parce qu'il y a une opposition, c'est une dictature, le Venezuela, mais une opposition très active et qui a pu donner des renseignements très précis sur les hangars détenus par les narcotrafiquants, etc. Alors ça sera très intéressant de voir si il se lance carrément dans une guerre à grande échelle qui ne correspond pas à son idéologie, c'est-à-dire une guerre à changement de régime, c'est-à-dire que on change le gouvernement, la dictature bolivarienne ou castriste ou communiste de Chavez et de Maduro
qui a effectivement flingué totalement l'économie du Venezuela, il faut le dire, qui était un des pays les plus riches d'Amérique et qu'aujourd'hui vit dans la misère. Mais j'aimerais vraiment que vous nous expliquiez ce qui est en train de se passer. Ou bien il reste dans une opération limitée au narcotrafic. Nous ne le savons pas encore. Et ça, c'est très important pour celles et ceux qui nous rejoignent. Donc, CBS et beaucoup d'autres médias américains annoncent, selon plusieurs sources, que les États-Unis réfléchiraient maintenant, c'est que le président Trump serait en train de mettre au point une opération potentielle de bombardement au Venezuela. En tout cas, il y a ce premier message un peu elliptique de la part du secrétaire à la guerre, puisqu'on l'appelle maintenant comme ça, qui dit « Le président des États-Unis m'a confié cette opération, nous allons l'exécuter ». Oui, ça veut donc dire qu'à mon avis, il va vraiment l'exécuter. Moi, je pense qu'on est parti pour un changement de régime. Ah oui. Je crois que c'est vraiment ce qu'il va vouloir faire. Et derrière, avec le changement de régime, tout ce que j'ai indiqué pour le pétrole, qui sera évidemment la conséquence. Sur l'activisme de Trump, on voit à quel point beaucoup de commentateurs disaient, vous allez voir, il ne va pas trop se mêler les affaires du monde, c'est un non-interventionniste. Si c'est le cas, c'est une intervention de très grande importance. Le Venezuela est un gros morceau. Oui, bien sûr, le Venezuela est un gros morceau. Moi, ce que ça m'inspire, d'abord, il faut évidemment qu'on ait des éléments plus précis sur ce que sont les intentions américaines avec cette lance du Sud, pour traduire le nom de l'opération en mauvais français. Ce que je trouve là intéressant et à la fois paradoxal, c'est d'abord ce que vous indiquez, c'est que Trump avait plutôt une vision d'une Amérique plutôt repliée sur elle-même et n'avait pas forcément l'intention de se préoccuper des grands problèmes de ce monde. On voit qu'au Moyen-Orient, comme en Ukraine, en fait, c'est pas tout à fait la ligne qu'il a mise en œuvre d'une part. Là, il joue quelque part dans son aire d'intervention traditionnelle qui est celle des États-Unis, de par la proximité géographique. Il prend évidemment des risques. Le premier risque, c'est qu'un bombardement, on sait d'où on le fait partir, mais là où ça atterrit, notamment s'il y a des bombardements terrestres, il peut y avoir des dégâts qui concernent des civils, des gens qui n'ont strictement rien à voir avec le trafic de drogue. C'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'en fait, quand vous bombardez un pays, que ce soit dans ses eaux territoriales ou que ce soit sur son sol national, vous ne pouvez pas dire « je bombarde les trafiquants, c'est que contre eux que je suis en guerre ». Donc nécessairement, vous êtes aussi en guerre contre la nation en question. En tout cas, c'est le point de vue qui est le mien. Donc, à un moment donné, ça veut dire qu'il ouvre un front pour celui qui se targuait d'être l'homme qui méritait le prix Nobel de la paix. Il y a là, à nouveau, un paradoxe. Et puis, enfin, c'est quelque chose qui, de mon point de vue, est de nature à déstabiliser un monde qui n'a pas beaucoup besoin de déstabilisation. Alors, rappelons en tout cas la question en Amérique latine, si vous voulez. Il y a l'opération anglaise pour récupérer les Falklands qui va en fait faire tomber la dictature argentine et donc libérer l'Argentine. Et donc c'était positif évidemment pour les Anglais, pour la fierté anglaise, mais aussi pour la population argentine. Alors là, toute la question se pose, c'est que si effectivement il veut une opération de changement de régime, est-ce qu'il sera accueilli à bras ouverts comme les Français le 26 août, le 27 août, quand les Américains défilent sur les Champs-Élysées, les embrassent, ou bien le peuple va se coaliser contre cette invasion étrangère, comme ça s'est passé à Cuba, ou comme ça s'est passé au Vietnam. On ne le sait pas encore. Il peut très bien y avoir un phénomène, effectivement, puisque quand même une bonne moitié de la population vénézuélienne est ce régime. On peut avoir un phénomène de libération d'un pays. Remettons ça en perspective historique. Les États-Unis d'Amérique, depuis Allende en 73, sont beaucoup intervenus, et encore avant d'ailleurs, en Amérique du Sud. Si c'est le cas, encore une fois, pour celles et ceux qui nous rejoignent, beaucoup de signes, y compris du chef des armées, enfin du secrétaire à la défense américain, vont dans ce sens-là d'une intervention américaine autour du Venezuela ou même au Venezuela. Venezuela, oui. Je pense que c'est plutôt au Venezuela et ils vont se concentrer sur le Venezuela. Le prétexte de la drogue est un prétexte qui est un prétexte très important évidemment aux États-Unis. On le sait, les ravages que fait la drogue aux États-Unis, en particulier le fentanyl, mais pas que, c'est un vrai sujet. Donc il prend un prétexte qui est une réalité, qui touche aussi, il ne faut jamais oublier que les États-Unis, les Américains, ils regardent d'abord ce qui les concerne. Et la drogue, ça leur parle. Venezuela, ça leur parle moins. Mais aller au Venezuela pour arrêter précisément ces passages de drogue, ça leur parle. Donc il essaie peut-être aussi, je suis d'accord avec vous, il change un peu son tropisme, il était plutôt focalisé sur les États-Unis.
donc là, il fait un peu les deux en même temps. Mais je suis vraiment convaincu que derrière ça, et j'en ai parlé avec beaucoup d'amis américains, il y a vraiment tout ce qu'on vient de dire, tout ce que je viens de dire au sens large qui peut se passer au pétrole. Rappelons-nous également que la prix Nobel de la paix est évidemment vénézuélienne. On sait également que... Elle est opposante et qu'elle est trumpienne, en fait. Elle est opposante et on se souvient comment elle a finalement quasiment, je dirais, dédié son prix Nobel à Donald Trump. Ça fait donc potentiellement des candidats pour pouvoir peut-être... Oui, pour succéder à Maduro. Rappelons l'affiche peut-être, regardez l'affiche, le Wanted concernant Maduro, l'actuel président, dictateur du Venezuela, que peut-être Trump est en train de renverser avec cette récompense. Vous vous rendez compte ? 15 millions de dollars. C'est ce qu'on dit. Voilà. C'est un président en exercice. Voilà. C'est ça le monde dans lequel on est rentré. Et le retour de la doctrine Monroe. Moi, j'ai une question pour Thierry Breton. Est-ce que je peux ? Est-ce que vous pensez, vous qui êtes un bon connaisseur des situations économiques des grandes puissances mondiales, qu'il y a peut-être une forme d'échec dans la politique intérieure américaine qui peut en partie motiver son besoin d'aller sur la scène internationale ? Je crois que ça fait partie d'un plan qui était parti avant. Vous avez raison, effectivement. Alors c'est trop tôt, on ne peut pas parler d'échec. Mais c'est vrai que le succès, en tout cas économique, n'est pas là. Il n'est pas perçu, en tout cas, par les Américains aujourd'hui. On l'a vu, du reste, dans les dernières élections. On va mettre New York de côté, parce que New York n'est absolument pas révélateur, évidemment, de ce qui se passe aux États-Unis. En revanche, ce qui s'est passé en Géorgie et ce qui s'est passé au New Jersey, ça, c'est significatif. Ce qui s'est passé aussi dans l'Ohio, ce qui s'est passé dans toutes les élections où je dirais, les démocrates ont gagné, au fond, c'est un signe. C'est un signe qui dit quoi ? Que l'inflation, elle est au-dessus de 3%. Et ça fait vraiment beaucoup. Ça fait très mal. C'était une promesse, évidemment, de Donald Trump. Le chômage, bon, il est en dessous de 5, mais quand même. La croissance, elle est pas là. Donc oui, aujourd'hui, je peux vraiment en porter témoignage. La population américaine n'est pas contente par rapport à ce qui se passe. Les promesses de réindustrialisation, ça se fait pas non plus en un claquement de doigts, mais ne sont pas là. Donc oui, il y a beaucoup d'éléments qui font qu'il faut sans doute qu'ils reprennent... Allons quand même au cœur du sujet militaire, s'il vous plaît, pour qu'on comprenne bien ce qui est en train de se passer. Regardez la carte du dispositif militaire américain autour du Venezuela, où il y a d'importantes troupes marines, aérienne. Vous êtes avec nous, Nicolas Conquer, vous êtes un représentant trumpiste en France. Aidez-nous à faire l'explication de texte. Et pour celles et ceux qui nous rejoignent, donc je rappelle ces déclarations du ministère de la Guerre qui dit « Nous sommes prêts à une opération de grande envergure au Venezuela ». Je le relis et puis vous allez réagir. Le président Trump a ordonné des mesures. Le ministère de la Guerre s'exécute. Aujourd'hui, j'annonce l'opération menée par la force opérationnelle interarmée. Cette mission défend notre patrie, élimine les narcoterroristes de notre hémisphère et protège notre patrie des drogues qui déciment notre population. L'hémisphère occidental est le voisinage de l'Amérique et nous le protégerons. D'après votre interprétation, est-ce que les États-Unis sont en train d'entrer en guerre contre le régime de Maduro ? Là, il s'agit de mener une opération ciblée pour frapper les cartels qui causent plus de 100 000 morts par an aux États-Unis et qui alimentent tout un commerce de la mort aux États-Unis. Donc, c'est vraiment un enjeu de sécurité nationale. Je tiens à rappeler à tous ceux qui avaient été les panicans, c'est-à-dire que ceux qui avaient tendance un peu à s'emballer sur une nouvelle aventure au Moyen-Orient, comme on avait pu le voir lors de l'été dernier, lorsque Donald Trump a organisé une frappe sur les sites nucléaires iraniens. Ça a duré 48 heures. Cette guerre, elle s'est terminée avant même d'avoir commencé. Donc là, je m'attends encore à ce que cette décision de lancer cette opération, elle soit très ciblée, elle vise des terroristes, elle soit faite de manière dissuasive et je ne vois pas de déploiement de troupes sur le territoire. Il ne s'agit pas de faire une invasion, il s'agit de mener des frappes concrètes contre les cartels. Moi, je suis d'accord avec ça. Je ne suis pas d'accord avec mon camarade de classe, Thierry Breton, parce que nous étions ensemble en 8e. Voilà. En 8e ? En culotte courte, tous les deux. Pas longtemps, monsieur Roger. Ça fait du temps. Si longtemps. Voilà, ça fait longtemps. Les années 80. C'était. Ah oui, non, c'était sous De Gaulle et Pompidou. Et donc, non, là, je ne suis pas d'accord, mais je peux tout à fait me tromper. Je parie en fait que c'est effectivement une opération ponctuelle. Je pense que ce n'est pas dans le logiciel, mais je peux me tromper évidemment, de Donald Trump de faire des guerres de changement de régime.
C'était dans le logiciel de certains républicains, qu'on appelle les néoconservateurs, qui considèrent que la justice, la démocratie, la bonne gouvernance doit être imposée par la force des armes. Je pense que Trump, ce n'est pas dans son logiciel, que ce n'est pas un néoconservateur. Quels sont les moyens Mais on militaires verra dont bien. il dispose? Je reviens à la carte, qu'on comprenne bien ça, c'est-à-dire, est-ce qu'il a les moyens, d'après vous, aujourd'hui, quand on voit l'armada qui se trouve, parce que le Venezuela est un grand pays, alors la dictature vénézuélienne, on ne sait pas très bien à quel point elle peut résister, mais c'est un grand pays. D'après vous, Thierry Breton, est-ce qu'il a les moyens d'une intervention? Bien sûr qu'il a les moyens, mais encore une fois, un, le justificatif, c'est le narcotrafic. Deux, pardon, Renaud Girard, mais il ne s'agit pas d'une invasion, là. Il s'agit de deux choses. C'est de cibler le narcotrafic, et pardon, c'est aussi wanted. C'est aussi d'empêcher. Parce que ça veut dire on empêche par tous les moyens M. Maduro. Donc empêcher par tous les moyens, c'est pas la peine de faire une très grande opération militaire pour le faire, et vous voyez très bien ce que je veux dire. Donc, je pense sincèrement que derrière ça, il y a, d'une façon ou d'une autre, la volonté de changer ce régime. Peut-être que ce régime, qui est très corrompu, qui est à bout de souffle, qui a martyrisé sa population, est au bord, au fond, d'un changement. Ça peut être le coup de pouce. Ça ne se traduira pas, évidemment, je suis d'accord avec M. Conquer, c'est certainement pas une invasion, c'est pas ça dont il s'agit. Mais enfin, on a aujourd'hui tous les moyens pour exercer la pression. On peut avoir une opération, effectivement, ça s'est fait, moyens. par exemple, contre Kadhafi. Bon, donc, ça n'a pas été un succès. Parce que quand même, cette affiche que vous avez montrée tout à l'heure, elle laisse pas indifférent. Nicolas Conquer, pour vous, est-ce que les Américains sont prêts à accepter ça? C'est-à-dire, est-ce que là, une opération qui soit plus que le bombardement, les États-Unis ont déjà bombardé, je crois, une vingtaine de fois des bateaux de narcotrafic. Est-ce que les Américains sont prêts à aller plus loin, à une opération militaire quand même de grande envergure qui est de bombarder le territoire vénézuélien? Jusqu'à présent, il y a 15 embarcations qui ont été bombardées de manière assez symbolique. Elles ont été relayées. C'est des terroristes et des membres de cartels. Il n'y a pas eu de civils. L'enjeu, c'était que ça se déroulait donc dans les eaux internationales. On rappelle que toute proportion gardée, c'est une mission qui s'apparente à ce que fait Frontex, qui certes ne descend pas les embarcations, mais c'est juste d'assurer et de contenir des menaces. Ces embarcations, elles sont chargées de produits qui coûtent des dizaines de milliers de vies de jeunes et de moins jeunes aux États-Unis. Donc c'est une question de sécurité nationale. J'exclus rien à ce stade. Trump sait surprendre son monde. Personne n'a vu venir. C'est les bombardiers B-2 qui sont arrivés 36 heures après du Missouri sur les montagnes d'Iran. Donc, encore une fois, ça fait partie de son côté très imprévisible. Opérateur, stratège. Et effectivement, je pense qu'il va se passer les choses très rapidement. On rappelle qu'il y avait eu un grand rassemblement avec tout l'état-major autour de Texas il y a quelques semaines, justement sans doute pour préparer par rapport à cette intervention. Mais encore une fois, ça me semble pas comme le mode opératoire le plus probable, à savoir des bombardements ciblés ou une invasion boots on the ground. Je pense qu'effectivement, on l'a dit, ce serait sans doute un coup de pouce pour ceux qui luttent en faveur de la démocratie, comme cette prix Nobel de la paix, Maria Machado, qui a rendu crédit à Donald Trump pour également son effort pour la paix, pour lutter contre Maduro, qui affame, qui menace et qui terrorise son peuple. Donc il est temps que ce régime soit destitué et qu'on puisse avoir une autre solution plus pérenne pour le Venezuela, mais également pour l'Amérique en ensemble. Vous voyez qu'on dit la même chose avec M. Conquer, et je suis d'accord avec ce qu'il a dit, sauf peut-être M. Conquer, la comparaison, si vous le permettez, avec Frontex est peut-être un tout petit peu osé. On aimerait que Frontex ait les moyens, notamment les militaires dont dispose l'armée américaine, y compris pour faire ce qu'elle a fait. On aimerait ou on n'aimerait pas. En tout cas, je peux vous dire que Frontex ne dispose pas de ses moyens militaires. Oui, vous bombardez beaucoup moins. Beaucoup moins, oui. Ouais. Et l'usage de la force, croyez-moi, il est extrêmement réglementé. Du reste, certains ont critiqué parce qu'il était trop réglementé, vous vous en souvenez. On va vous retrouver, restez avec nous, mais on va passer évidemment par les États-Unis. Justine Jankowski et nous sommes en direct. Qu'est-ce qu'on sait à l'heure, ou plutôt qu'est-ce que les médias rapportent, puisqu'on est dans l'heure de supposition, si j'ai bien compris, d'une possible intervention qui serait en cours, qui serait lancée des États-Unis au Venezuela?
Eh bien, ce qu'on voit, c'est ce papier, enfin cette révélation en tout cas de la chaîne de télévision CBS qui révèle donc que ce soir que une réunion à la Maison Blanche s'est tenue hier entre des hauts gradés et Donald Trump lui-même pour lui proposer donc plusieurs options d'intervention au Venezuela avec des frappes terrestres. Alors pour l'instant, la Maison Blanche n'a pas pris de décision et surtout elle a refusé de commenter, tout comme le Pentagone, mais ce dont on parle beaucoup ici, c'est cette pression maximale de l'administration américaine dans sa guerre contre le narcotrafic. Il y a bien sûr le déploiement du porte-avions Gerald Ford et puis il y a aussi ces frappes qui continuent, dont on parle toutes les semaines, des frappes menées avec des avions de chasse, des hélicoptères, des drones. 21 bateaux de soi-disant narcotrafic ont été touchés depuis 2 mois et cela a fait 80 morts. Comment réagirait de ce qu'on entend dans la population, dans les médias américains? Est-ce qu'ils sont prêts? Est-ce que l'opinion est prête à une éventuelle intervention, même limitée? On ne parle pas d'une invasion du Venezuela, mais de certains bombardements, par exemple, ciblés contre le régime vénézuélien. C'est un peu difficile de répondre à cette question parce que pour l'instant, c'est vrai que on n'a pas forcément la réponse des Américains sur ce sujet-là. Ici, on entend surtout parler du shutdown et de la fin du shutdown. Mais ce que l'on sait, c'est que Donald Trump, pendant sa campagne, a toujours promis qu'il était anti-interventionniste, qu'il n'allait pas déclencher de nouvelles guerres. Il s'est d'ailleurs vanté assez récemment d'avoir conclu plusieurs guerres dans le monde. Donc, a priori, les Américains ne sont pas pour une intervention et certainement pas contre l'Amérique latine. Merci beaucoup, Justine Jankowski. J'aimerais qu'on reprenne la carte, puisque Thierry Breton, votre regard là-dessus, vous voyagez dans le monde entier, hein, l'importance pour les États-Unis. Vous avez dit le pétrole, oui. Et de façon générale, ça a été leur arrière-cour traditionnel. Il y a la fameuse formule, je crois que c'était de Roosevelt, l'autre, Théodore, qui disait de certains dictateurs sud-américains, c'est un salopard, mais c'est notre salopard. Ah oui, c'est effectivement, du reste, c'est maintenant le Golfe d'Amérique, hein, donc on est maintenant, c'est la mer intérieure américaine, donc il faut effectivement avoir un regard sur cette mer américaine et sur tout ce qu'il y a autour. Et les États-Unis, autant ils ne sont plus prêts à jouer les gendarmes du monde comme ils l'ont joué, et on le voit aujourd'hui tous les jours, en tout cas pas comme ça a été fait, autant dans cette mer intérieure, il va vouloir contrôler davantage ce qui s'y passe. Et personnellement, je l'ai dit, et je crois vraiment qu'il y a une volonté aujourd'hui de Donald Trump de changer le régime. Et le retour des empires, en fait, avec les zones d'influence. Alors, c'est une très bonne remarque. On est aujourd'hui, notamment, c'est vrai, souvent dans les autocraties, hein, on a un retour des empires dans les moments difficiles où la lecture du monde devient de plus en plus complexe. Eh bien, les anciens empires font appel précisément à leur histoire pour justifier de leur action présente. On le voit évidemment avec la Russie, on le voit évidemment avec la Turquie, on le voit évidemment aussi de certaine façon avec l'empire du milieu. Avec la Chine, parce qu'elle prend la mer de Chine. Et donc évidemment les États-Unis. Et vous avez dont on se souvient que les États-Unis ont aussi, sous McKinley, qui est un modèle pour Trump, ont eu ces velléités impériales. Et vous avez ils ont chassé les Espagnols à ce moment-là. Et aux Philippines en particulier. Thierry Breton, vous avez décrit la volonté de façon très convaincante de Trump d'avoir sa zone d'influence, c'est-à-dire le Canada, le Groenland et maintenant sur le sud, Panama aussi. Hein, c'est beaucoup de fronts en quelque sorte ouverts, mais ça, ce serait un front militaire réel. Vous savez, dans ces logiques d'empire que référence Renaud Girard à l'instant, après, il y a aussi les périmètres de ma sécurité autour de l'empire. Et on rentre quelque part un peu dans ces logiques-là, appelons-le plutôt des périmètres d'influence. Et les États-Unis ont quand même joué, vous l'avez rappelé à l'instant, un rôle très important pour ce périmètre d'influence-là. Il est clair qu'ils l'avaient perdu de façon évidente au Venezuela. Mais vraiment, si le Venezuela n'était pas la réserve pétrolière mondiale, je ne suis pas sûr qu'il y aurait autant d'intérêt de la part de Donald Trump. Thierry Breton, je recommande vivement votre livre, Les 10 renoncements qui ont fait la France, c'est aux éditions Plomb.